Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. La Turquie et l'Afrique renforcent leurs liens au cœur d'un sommet décisif dans la capitale, à Djibouti. Au monde à présent, un nouvel échec des pourparlers. Israël rejette un cessez-le-feu. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations au nouveau président élu du Botswana, M. Duma Boko, chef de la coalition politique, déclaré vainqueur du scrutin général organisé mercredi dernier dans ce pays. Nul doute que votre élection a valeur de rétribution méritée à votre volonté sans cesse renouvelée de servir votre nation avec courage, talent et patriotisme, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations envoyé ce samedi à M. Duma Boko. Je forme le vœu sincère que votre action à la tête du Botswana soit source de progrès, de développement et de prospérité, a dans le même document noté le chef de l'État. Votre maîtrise parfaite des dossiers à l'ordre du jour dans votre pays vous sera de précieux appuis pour davantage connecter votre pays à un processus d'accroissement et de ses dispositions économiques, a par ailleurs indiqué le président Ismaël Omar Guelleh, relayant sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux États et les deux populations. Ce matin, les portes du prestigieux hôtel Kempinski se sont ouvertes pour accueillir une réunion d'experts d'une importance capitale dans le cadre de la conférence ministérielle Turquie-Afrique. Le reportage avec Samatar. Ce matin, les portes du prestigieux hôtel Kempinski sont ouvertes pour accueillir une réunion d'experts d'une importance capitale dans le cadre de la conférence ministérielle Turquie-Afrique. Cet événement a rassemblé des figures éminentes, des ministres des 14 pays africains, témoignant de l'ampleur des enjeux qui seront discutés. L'objectif principal de cette rencontre de haut niveau est de favoriser un dialogue constructif sur les défis cruciaux qui seront au cœur des discussions ministérielles de demain. Ce sommet, qui s'annonce comme un jalon significatif, aspire à approfondir les relations économiques, politiques et culturelles entre la Turquie et le continent africain. Les discussions marquées par la présence de hauts fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine s'inscrivent dans une dynamique continue visant à renforcer les liens entre la Turquie et l'Afrique. Les experts présents se concentrent sur des thématiques essentielles telles que le développement durable, la coopération économique et la sécurité régionale, tout en renforçant et s'efforçant d'identifier des solutions concrètes, des recommandations à présenter lors du sommet. La Turquie, qui a déjà investi massivement dans divers secteurs en Afrique, continue à renforcer les partenariats stratégiques bénéfiques pour les deux pays. Ensuite, avant l'ouverture officielle de la troisième édition de la réunion ministérielle Afrique-Turquie, dont ces travaux ont débuté ce matin à Kempinski avec une réunion préparatoire avec les représentants des États, une importante délégation conduite par le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, sont arrivés à Djibouti et ont été accueillis par le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, pour prendre part à cette conférence. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement du Burundi, son Excellence Albert Shingiro, et sa délégation a été accueillie également par le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf. Dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould, accompagné d'une délégation rentré dans le pays après un accueil chaleureux sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, est quant à lui arrivé en fin de cet après-midi pour rejoindre ses homologues africains dans le cadre de la troisième édition de la réunion ministérielle Afrique-Turquie. La délégation du ministère des Affaires étrangères turc a été accueillie en grande pompe sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti avant de se rendre au Kempinski Palace où une réunion préparatoire s'est ouverte avant l'ouverture officielle de la réunion ministérielle Afrique-Turquie.
Le ministre des Affaires étrangères djiboutien, M. Mahmoud Ali Youssouf, a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue turc cet après-midi à l'hôtel Kempinski, à la veille de la réunion ministérielle à Turquie-Afrique. Des hauts responsables des deux parties ont participé à cette rencontre, au cours de laquelle les relations d'amitié entre Djibouti et Ankara ont été passées en revue, ainsi que les principaux points à l'ordre du jour de la réunion ministérielle prévue le 3 octobre 2024. Les deux ministres ont exprimé leur ferme volonté de faire réussir cette réunion qui portera sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat déjà existant entre la République de Turquie et les pays africains. Ils ont également souligné l'importance de l'accueil de Djibouti pour ce type de conférence en mentionnant la position stratégique du pays en tant que port d'entrée commerciale internationale. À noter que cette rencontre bilatérale fait suite à la réunion de hauts responsables qui s'est conclue cet après-midi à l'hôtel Kempinski. Direction la Somalie à présent, où le président du Parlement de la République fédérale de la Somalie, honorable Cheikh Aden Mohamed Nour, a organisé vendredi à l'hôtel décalé une soirée marquant la fin de la visite officielle de son homologue djiboutien, son excellence honorable Dileta Mohamed Dileta. Cette soirée a été animée par le célèbre groupe Waberi et le groupe djiboutien Degan. Les deux groupes ont offert des performances vibrantes, chargées d'enthousiasme dans une communion d'émotions et d'un sentiment de fraternité débordante. L'événement a réuni de nombreux distingués invités, dont le vice-premier ministre, son excellence Abdisalam Ali, le ministre de l'Intérieur Ali Youssef Roche, le président de la région de Galmudug, M. Ahmed Abdi, les deux vice-présidents du Sénat et de la Chambre de représentants, les honorables Sha'ban et Abdullahi Omar, et de l'ambassadeur de notre pays à Mogadiscio, son excellence M. Mohamed Ibrahim Youssouf. Après quelques mots de remerciement, les deux responsables ont procédé à la remise officielle des cadeaux. Cette cérémonie d'adieu marque la fin de la visite officielle de 4 jours du président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, honorable Dileta Mohamed Dileta, et de sa délégation en République fédérale de la Somalie.
Dans son discours, le président du Parlement somalien, honorable Cheikh Aden Mohamed Nour Madobe, devant ses hôtes, a prononcé un discours. On écoute avec Samatar. Dans son discours, le président du Parlement somalien, l'honorable Cheikh Aden Mohamed Nour Madobe, s'est félicité des relations d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays. Comme disait le parlementaire qui s'est exprimé avant moi, nous sommes liés par l'histoire. Au moment de la lutte pour l'indépendance de Djibouti, le peuple et le gouvernement somalien sont mis aux côtés des Djiboutiens, du peuple djiboutien pour conquérir la souveraineté nationale chèrement acquise. Par la suite, notre république s'est effondrée et plusieurs efforts menés par la communauté internationale ne donnent aucun résultat. C'est avec le sentiment d'honnêteté et de fraternité que la nation sœur s'est engagée pour reconstruire la Somalie. Et la conférence de réconciliation d'Arta a permis la naissance de cette troisième république, a-t-il dit le président de l'Assemblée, l'honorable Cheikh Adel Mohamed Nour Madobe. D'autre part, le président du Parlement somalien a mis en exergue que la conférence d'Arta a été la pierre angulaire de l'État somalien qui, depuis sa renaissance, avance malgré de nombreuses difficultés. Le président a également indiqué que la République de la Somalie est aujourd'hui en position de force et compte profiter de sa richesse et subvenir les besoins de ses concitoyens, sans oublier de rendre à son tour le soutien qui lui a été accordé dans le moment difficile dont Djibouti est la première, dit le président. En revenant à Djibouti à présent, en mission de travail à Djibouti, la délégation conduite par le docteur Hanan Balki, directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, EMRO, a entamé une série de visites au niveau des principales structures sanitaires du pays. En mission de travail à Djibouti, la délégation conduite par Dr Hanan, directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, a entamé une série de visites au niveau des principales structures sanitaires du pays. En effet, ces visites de terrain ont pour but d'offrir un aperçu général et objectif sur le fonctionnement de nos structures de santé ainsi que sur la qualité des différentes prestations de soins qui sont offertes à chaque niveau de la pyramide sanitaire. Accompagné du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdillah, et du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, la directrice régionale a reçu un accueil des plus chaleureux par le personnel médical de la polyclinique, Dr Abdillah Hassan Aynan, et par la communauté de Hayabli. Au cours de cette visite, la délégation de Dr Bakali a pu saisir l'ampleur de la réforme sanitaire engagée par le gouvernement pour améliorer l'accès des soins à la qualité des prestations spécialisées. Au terme de cette étape, Hayabli, Dr Bakali, a réagi en indiquant que la forte participation des agents de santé communautaires et des bénévoles travaillent ensemble pour favoriser la confiance, accroître la sensibilisation et l'accès et répondre aux besoins de santé locaux. La directrice régionale de l'OMS a aussi ajouté que l'OMS soutient l'établissement en renforçant régulièrement les capacités des agents de santé et des bénévoles en matière de santé maternelle, infantile, de nutrition, des vaccinations, des maladies transmissibles et non transmissibles, en promouvant une approche inclusive qui permet aux femmes et aux mères d'améliorer la santé de leur famille et de leur communauté. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et la République de la Turquie, la route Konya qui passe devant la mosquée Abdelhamid II à Djibouti-Ville a été officiellement inaugurée vendredi après sa réhabilitation. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs dignitaires, dont le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, le ministre de l'Infrastructure et des Équipements, M. Hassan Ahmed Ibrahim, le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères turc, M. Duran. Était également présent l'ambassadeur de la République de Djibouti à Ankara, son Excellence ambassadeur Hussein Abdullahi et Aden Hussein Abdullahi, et l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Erdal Sabri. Parmi d'autres responsables, les routes urbaines sont essentielles à la vie des grandes villes, jouent un rôle vital dans le développement économique et social. Elles facilitent la circulation et le transport des personnes et des marchandises, améliorant ainsi l'accès aux services essentiels. Cette nouvelle route permettra également à faciliter l'accès à la grande mosquée Abdelhamid II. Il convient de noter que cet événement important intervient quelques jours seulement après que la Turquie a célébré le 101e anniversaire de la fondation de la République de Djibouti. De plus, il se déroule un jour avant le début du sommet Turquie-Afrique qui se tiendra demain à Djibouti, la capitale. Le ministre djiboutien des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, a salué dans son intervention la délégation turque dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, tout en mettant en avant la participation du ministre de l'Infrastructure et des Équipements ainsi que du maire de Djibouti-Ville.
Il a insisté sur l'importance cruciale de la rue Konya, entièrement réhabilitée. Le ministre a souligné que cette route va faciliter le transport en général tout en améliorant l'accès à la mosquée Sultan Abdelhamid II. Il a également noté que l'inauguration de cette route intervient seulement à quelques jours après la célébration du 101e anniversaire de la République de la Turquie. Et enfin, le ministre des Affaires musulmanes a salué les relations d'amitié exceptionnelles entre les deux pays sous la direction éclairée du président de la République, El-Haj Ismail Omar Guelleh, et du président turc Recep Tayyip Erdogan. On écoute les propos du ministre des Infrastructures et de l'Équipement. Une grande fierté et une profonde gratitude que nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour l'inauguration de la route urbaine dénommée la route de Konya. Konya, c'est une grande ville de la Turquie ayant un accord de jumelage avec la ville de Djibouti. Cette route donne accès à la magnifique mosquée de Turcs, réalisée en 2019 grâce au soutien généreux du gouvernement turc. Cette tronçon incarne effectivement la solidité des liens d'amitié et de coopération et témoigne de notre engagement commun pour favoriser le développement et l'accessibilité pour le bien-être de nos concitoyens. Donc, je voudrais, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, à mon nom personnel, de remercier chaleureusement le gouvernement du Turc. C'est dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse du 31 octobre au 3 novembre 2023. Le Bawadi Mall a abrité une exposition photographique soutenue par le MJC. Le reportage. Dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse du 31 octobre au 3 novembre, le Bawadi Mall va abriter une exposition photographique soutenue par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, fortement engagé à promouvoir l'expression culturelle des artistes djiboutiens. Cette exposition est une occasion de valoriser le rôle essentiel des arts dans le développement sociétal, tout en offrant une vitrine des différentes formes d'art de l'économie mauve qui reflètent notre identité nationale, notre patrimoine et notre héritage culturel. C'est dans cette optique que le ministère a tenu à apporter son appui à l'exposition photographique du talentueux photographe djiboutien Guiré Mohamed Oki. L'exposition de l'artiste photographe met en lumière la richesse des ressources naturelles et la beauté des paysages ruraux des régions de l'intérieur du Djibouti, permettant au public de redécouvrir les trésors naturels de notre pays, souvent méconnus. Les objectifs de cette exposition sont multiples. D'abord, elle vise à promouvoir la créativité, à valoriser les initiatives artistiques visuelles et le tourisme, tout en posant ainsi les jalons d'une perspective artistique riche en opportunités et initiatives privées, source de richesse et d'emploi. Par ailleurs, cet événement a aussi pour le but de sensibiliser le grand public de l'importance de préserver notre riche patrimoine naturel et de le partager avec le monde à travers la photographie, la cinématographie. Enfin, l'exposition favorise la cohésion sociale en créant un espace de rencontre, d'échange entre les différentes générations et couches sociétales autour de l'art en général et celui visuel en particulier. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Boumna Sowi, a tenu à saluer la réussite de cette exposition, félicitant le talentueux photographe Guiré Mohamed. Le succès des œuvres exposées servira de challenge de créativité féconde à un art visuel et permettra par conséquent la promotion de l'industrie et de l'économie mauve. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Boumna Sowi, a tenu dans une réaction à saluer la réussite de cette exposition. Moi, un vrai plaisir de venir encourager les exposants dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse. Monsieur Guiré, donc, qui est l'artiste photographe vedette de cette exposition, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de photos pour mettre en valeur le pays et pour mettre en valeur le patrimoine ainsi que les ressources naturelles du pays. Il a gagné d'ailleurs 2 prix en tant que photographe. Et donc aujourd'hui, nous avons mis pour cette exposition à l'honneur ces œuvres qui sont très belles et que je vous invite à venir apprécier, mais aussi à acheter. Nos artistes ont besoin de votre soutien pour faire ça. Sont associés aussi, comme toujours, nos artisans qui sont de véritables travailleurs avec le main, mais aussi avec l'esprit et avec beaucoup d'amour.
Donc je tenais à venir encourager les artisans et les artistes qui sont venus exposer dans le cadre de cette semaine et plus particulièrement dans la thématique du Grand Prix du chef de l'État, les arts visuels. Que ce soit la photographie, que ce soit le design ou l'artisanat et autres. Donc nous voulions saluer des artistes mais vraiment aboutis, hein, qui sont des professionnels. Et c'est toujours un honneur de venir les encourager et d'apprécier leurs œuvres exposées ici, mais aussi exposées régulièrement dans d'autres espaces. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu ce jeudi à Red Sea World son Excellence Mme Denisa Elena, la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier à Red Sea World Mme Denisa Elena, la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact de l'ambassadrice, l'honnête avec les autorités djiboutiennes. Le président de l'autorité des ports a saisi cette opportunité pour féliciter l'ambassadrice pour ses nouvelles fonctions et lui souhaite ses meilleurs vœux de succès pour sa mission à Djibouti. Au cours de la réunion, les discussions ont porté sur l'insécurité en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb, le commerce maritime, représentant environ 80% du commerce mondial. L'importance de cette région a été soulignée. Dans ce contexte, le Red Sea Bunkering et le Djibouti Ship Repair Yard ont été mis en avant pour leur rôle essentiel dans le soutien aux navires qui naviguent sur ces routes maritimes importantes. Ensuite, c'est dans le cadre du stage de recyclage militaire en cours que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a mené dès l'aube une inspection approfondie au centre d'instruction de Saïd Gabon, situé dans la région de Dikil. Accompagné de sa délégation militaire, le SEMGA a débuté cette visite d'importance stratégique à 6h00 avec pour objectif de renforcer et d'encourager les capacités de préparation et de cohésion de forces en formation. À son arrivée au centre, le SEMGA et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le colonel Ibrahim Ali Farah, chef de corps du régiment interarmé de Dikil, et honoré par un piquet d'honneur. Une prise d'armes a été effectuée également, soulignant l'importance de cette inspection dans le cadre de l'évolution des compétences militaires des stagiaires. Les activités de la matinée se sont poursuivies au centre de Saïd Gabon. Une tente est installée pour une présentation du centre d'instruction de Saïd Gabon. Ce centre accueille actuellement 100 stagiaires issus du RIAD et du bataillon interarmé d'Ali Sabié, offrant un cadre intensif de formation et de perfectionnement militaire. Les activités de la formation comprennent des exercices physiques et techniques qui mettent en lumière la diversité de compétences essentielles à la protection et à la défense du territoire national. Parmi les ateliers observés, la marche-course, les activités de topographie et les exercices tactiques de combat ont été à l'honneur. Chaque atelier constituait un élément clé de la préparation au terrain. C'est sous des conditions de terrain exigeantes, les soldats en formation sont confrontés à des scénarios et des environnements qui simulent des situations réelles et hostiles, offrant une approche pratique pour affronter des défis de défense. Le stage de recyclage à Saïd Gabon incarne ainsi une étape cruciale dans la formation continue de forces djiboutiennes axée sur l'aptitude physique, la précision tactique et la résilience.
Après la visite au centre de Saïd Gaban, le SEMGA a fait cap vers Holhol pour une seconde inspection à l'école militaire où il a été accueilli avec les honneurs militaires par le lieutenant-colonel Elay Abdi Omar, commandant de l'école militaire, ainsi que par une troupe d'honneur composée des stagiaires. À l'école mil, ce sont plus de 750 militaires, hommes et femmes, qui participent à un stage de recyclage militaire orienté vers la spécialisation avancée dans des domaines clés de l'opérationnel militaire. Le SEMGA a ainsi visité plusieurs ateliers du programme de recyclage, incluant de cours de transmission et d'instruction sur le tir. Ces formations visent à renforcer la précision et l'efficacité des unités sur le terrain en situation de combat. Cette inspection a permis au SEMGA de rencontrer directement les encadreurs et de s'entretenir avec les stagiaires en écoutant leur retour et leur ressenti sur la formation en cours. Il a également pris un moment pour interagir avec les personnels féminins, soulignant l'inclusivité et la valeur du rôle des femmes dans les forces armées djiboutiennes. Un moment fort de cette visite a été la participation du SEMGA à une démonstration de démontage et de remontage d'armement, une activité qui exige une concentration et une maîtrise technique élevée. Cette démonstration a illustré l'importance de la maîtrise des équipements militaires pour assurer l'efficacité et la réactivité des unités en situation de terrain. Enfin, ces inspections dans les centres de Saïd Gaban et de l'école militaire de Holhol s'inscrivent dans une démarche plus large d'amélioration de la compétence et de la cohésion des forces armées djiboutiennes. Le stage de recyclage en cours avec ses divers ateliers et défis reflète l'engagement des forces armées djiboutiennes à se préparer aux réalités du terrain dans des environnements hostiles tout en intégrant une approche inclusive et professionnelle. Utilisé contre le jeudi terrestre. Ou agent planté légère. Aranai, PM3 et 23,200 kg. Du Kanogi soit 12,300 kg. 1200 mètres. Ah, c'est quoi? Parle. C'est bon. La mitrailleuse lourde شان باستعمالها اوكي امي waxaa galanaa maxaa la odhan lagaa Le SEMGA a exprimé sa satisfaction quant au progrès réalisé et a encouragé les stagiaires et leurs encadreurs à préserver dans leur mission de perfectionnement. Et dans ses propos, il a indiqué, et je cite, « Aujourd'hui, nous nous trouvons rassemblés ici dans ce centre de recyclage à Saïd Gaban. Je tiens à souligner l'importance de cette occasion, non seulement pour vous, mais pour l'ensemble de notre institution militaire. En étant ici, vous vous engagez dans une démarche essentielle de renforcement de vos compétences et de préparation à la défense de notre nation. Je saisis cette opportunité pour vous transmettre un message d'unité et de responsabilité. Quelle que soit votre place dans les rangs de notre armée, que vous soyez sur le sol national ou engagé dans des missions à l'étranger, vous devez être pleinement conscient de la responsabilité que notre pays a placée en chacun de vous. En tant que membre des forces armées djiboutiennes, vous êtes les gardiens de la souveraineté et de la sécurité de notre nation. Notre pays repose sur votre courage et votre engagement sans faille. Porter cet uniforme n'est pas simplement un privilège, mais un devoir envers nos concitoyens et un engagement envers l'avenir de Djibouti.
Chacun de vous, qu'il soit officier, sous-officier ou militaire de rang, joue un rôle unique et indispensable dans la défense de notre pays. Que vous soyez en première ligne, dans les postes de commandement ou en soutien logistique, rappelez-vous que chaque action, chaque mission, chaque effort, aussi modeste soit-il, est une pierre posée à l'édifice de la sécurité nationale. La dignité de nos forces armées, de notre patrie et de chacun de nous repose sur notre capacité à agir avec honneur, discipline et intégrité. À travers chaque mission, chaque engagement, nous devons protéger ces dignités avec fierté et détermination. Ces dignités sont notre identité, ce qui nous distingue et ce qui rend notre engagement véritable et profond. En honorant cet engagement, nous renforçons la confiance que le peuple djiboutien place en nous et nous consolidons l'image de nos forces armées dans le monde. Nous devons également nous rappeler que la dignité se manifeste dans notre comportement, notre discipline et notre sens du sacrifice. Votre pays est une confiance placée entre vos mains, défendez-en les frontières avec dévouement. Notre terre, notre patrie est un bien précieux. Elle est entre vos mains et c'est une responsabilité sacrée que vous portez sur vos épaules. Vous avez été choisi pour cette tâche honorable et vous devez vous rappeler chaque jour que Djibouti dépend de votre bravoure, de votre engagement et de votre dévouement. À travers cette formation, vous renforcez vos compétences et votre capacité à protéger notre nation contre les menaces. Vous vous préparez à affronter des situations complexes, des environnements difficiles et des circonstances imprévues. C'est en surmontant ces défis que vous grandirez en force, en résilience et en habileté. Fin de citation. أنا عرفت ما تبي تقول أنا يسافر إن هذا اللي سوق كارسين واجب إن بدأ بسوق هذا اللي سوق فناه لكن قلت بين ما تيجي قلت إن جنت ولا بقرن لكن واحد يشان أما هذا ما تقرب أما هذا يقرب هل كاي يقرب إن ده يقرب ده يقرب بس قاعد قليل سيبك فوق النور هذا. Autre actualité de ce soir, le jeudi 31 octobre 2024, sous la présidence de Madame la procureure générale de la Cour d'appel, Madame la Miss Mohamed Saïd, s'est tenue au centre de conférence de la gendarmerie situé au PK23, une cérémonie de fin de formation sur la simulation multi-agence. Ont également participé à cette cérémonie le procureur de la République, Hassan Mohamed Hassan, M. Marco Bifo, coordinateur régional de Civipol pour le trafic illicite des migrants et la traite des êtres humains, ainsi que les représentants des différentes agences et des hauts responsables des forces de sécurité et de défense. Il s'agit effectivement d'une formation innovante pilotée par Civipol qui s'est déroulée du 27 au 31 octobre 2024 à l'École internationale à la pratique de la police judiciaire, regroupant une quarantaine de stagiaires représentés par les différentes agences en charge de la lutte contre le trafic des migrants et sur la traite des êtres humains. Les membres des institutions ayant participé à cette formation ont été la police nationale, le bureau de coordination nationale pour la migration, la gendarmerie nationale, les magistrats, la garde-côte djiboutienne, la DGSDS, le service d'inspection de travail, la CNDH, l'ONARS, des organisations de la société civile et l'OIM. L'objectif principal de cette formation visait à renforcer la coordination entre les différents acteurs dans le cadre d'application des procédures opérationnelles standardisées en vue d'apporter une assistance humanitaire pour les victimes. C'est vrai que nous avons acquis cette formation de simulation au sein de ces centres d'excellence régionale. Et aussi, le phénomène de la migration est un phénomène que je dirais qui cause énormément de dégâts et vous avez travaillé en parfaite synergie et nous vous remercions. On écoute un extrait de l'intervention du coordinateur régional de Civipol. De la République, Monsieur le procureur général de la République, les hauts représentants et les officiers des forces de l'ordre, donc de la gendarmerie que nous a hébergés aujourd'hui ici, mais pendant la simulation à les 3 PJ, la police nationale, les gardes-côtes et aussi les services d'inspection au travail, le projet ROC, qui est aussi représenté ici, qui est un projet de l'Union européenne mis en place par Civipol avec l'officier de liaison de Djibouti et l'ONARS, la CNDH,
les organisations de la société civile et l'OIM, bien sûr. Je me permets de remercier aussi l'équipe Civipol pour le travail de préparation et de mise en place de cette simulation. Donc, Philippe, vous avez vu, mais aussi Vincent et Saad, qui, pas nécessairement vous avez vu, mais qui ont travaillé beaucoup. Donc, je voudrais aussi remercier vraiment toutes les participantes et les participants individuellement et les agences qu'ils représentent pour leur engagement dans cet exercice. Et personnellement, je crois que c'est vraiment qu'ils méritent le trafic de migrants et la traite des êtres humains, qui est une violation grave, de travailler tous ensemble pour adresser ces phénomènes et les gens qui sont concernés. Donc je vous remercie encore une fois. Merci. On écoute ensuite le propos de la procureure générale, Madame Lemis Mohamed Saïd. Pour cette initiative importante et pertinente relative à la formation sur la simulation multi-agence de lutte contre la traite et protection des victimes qui s'est tenue du 27 au 31 octobre 2024 au sein de cette merveilleuse école qu'est l'EI3PJ. Pertinente car elle relevait plus de la pratique que de la théorie. Et ceci a permis aux participants de mieux saisir la différence entre le trafic et la traite. D'ailleurs, c'est une confusion qui a toujours existé. Depuis longtemps, comme vous le savez toutes et tous, Djibouti est le pays de transit pour les migrants provenant principalement de la Somalie et de l'Éthiopie à la recherche de meilleures conditions de vie et de possibilités d'emploi. Et pour contrer cette pratique, différentes agences doivent collaborer pour parvenir à identifier les victimes afin de leur assurer protection et assistance. Et bien sûr, de mener à bien les enquêtes. D'où l'importance et l'utilité de cette formation qui a permis aux agents de différentes institutions de comprendre la nécessité de leur rôle dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants à travers les différents exercices de simulation qui vous ont été présentés. Merci, Monsieur Marco. Merci. J'espère que cette formation a été fructueuse et qu'à l'avenir, nous pourrons mieux faire face contre ces agissements inhumains et protéger au mieux les victimes. Et n'oubliez surtout pas que notre pays dispose de lois régissant et réprimant la traite, ce fléau-là. Merci à tous de votre participation et mes sincères remerciements à ceux qui ont contribué à la réussite de cet apprentissage, bien sûr, nos chers formateurs. Autre actualité de ce soir, c'est dans le cadre du projet de renforcement des capacités sur la sûreté et de la sécurité maritime en mer. Dans sa troisième phase, la garde-côte djiboutienne a organisé une cérémonie de clôture de 2 formations portant sur les techniques d'abordage et les techniques de poursuite et d'arrestation dont ont bénéficié les membres du groupe d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne, de la brigade de recherche, des investigations et des affaires judiciaires et ceux du service des moyens navals. Cette cérémonie qui s'est tenue le jeudi 31 octobre 2024 au centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a été présidée conjointement par le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le représentant permanent de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki. La cérémonie s'est terminée par la remise des certificats aux participants qui ont bénéficié de cette formation. Le bal de discours durant cette cérémonie a débuté par un mot du commandant Suzuki Motonori, conseiller en chef de l'équipe de coopération mobile des gardes-côtes japonaises.1月あるいは2月に研修訓練を予定しておりますので、
Voici les mots du représentant permanent de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de clôture de la formation sur les techniques d'abordage et d'arrestation à bord de navires, dispensée par les membres de la garde-côte japonaise dans le cadre du projet de coopération technique phase 3. Ces formations de formateurs sont plus avancées que celles organisées auparavant. Elles permettront de mieux préparer les agents de garde-côte djiboutiens dans ces activités de sécurité maritime. C'est dans cette optique que les formateurs ont préparé des cours sur des techniques importantes et adaptées à vos besoins, qui vous permettront ainsi de mieux répondre aux situations de détresse en mer. Je crois que les participants ont acquis une plus grande conscience en tant que futurs formateurs. Chers participants, la répétition et la consolidation de ces techniques sont primordiales dans vos missions d'intervention, car elles vous préparent à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, est revenu sur les liens étroits de coopération et de collaboration entre l'institution et ses partenaires japonais. Un immense plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette cérémonie de clôture marquant l'achèvement du troisième volet de formation sur le thème technique d'arrestation et les techniques d'inspection, au bénéfice de nos unités des groupes d'intervention rapide de la brigade de recherche et sauvetage et des services des moyens navals de la garde-côte djiboutienne. Cette formation est l'illustration de la coopération renforcée et fructueuse entre notre institution et nos homologues des gardes-côtes japonaises, visant à doter nos personnels des compétences et qualités essentielles pour garantir la sécurité de nos eaux territoriales. Le développement des compétences spécialisées est une priorité pour notre institution et cette série de formations vient enrichir leur savoir-faire technique et en renforçant leur capacité à agir avec efficacité et professionnalisme et précision. Aujourd'hui, nous célébrons donc une étape significative vers le renforcement des coopérations et capacités de notre garde-côte, dont le rôle est primordial pour la sécurité maritime de notre cher pays. Cette compétence acquise et portionnée au fil de cette formation sont essentielles pour relever les défis croissants de la sécurité et sécurité au domaine maritime djiboutien et celui de la région. Je profite de cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude au gouvernement du Japon, au gouvernement et au peuple du Japon. C'est dans la matinée du mercredi 30 octobre qu'une forte délégation chinoise s'est rendue à Rassian. Cette délégation conduite par le gouverneur de la région de Changcheng en Chine et de l'ambassadeur de Djibouti en Chine, son excellence ambassadeur Abdullahi Miguel, a été accueillie par le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Adel Migane, et le colonel de l'armée, Ilyas Omar Youssouf, à l'aérodrome de Rassian. Cette même délégation, qui comptait de hauts responsables de l'hôtellerie, a visité l'hôtel de Rassian, dont les travaux ne sont pas encore achevés. Au terme de la visite, la délégation s'est envolée en direction de Tadjoura, la ville blanche.
Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, une délégation du Hamas a reçu la proposition sur une courte trêve lors d'une réunion à Doha avec les représentants de l'Égypte et du Qatar. Le reportage avec Samatar. Une délégation de la résistance du Hamas a reçu la proposition sur une courte trêve lors d'une réunion à Doha avec les représentants de l'Égypte et du Qatar, a indiqué un responsable du bureau politique de la résistance qui s'exprime sous couvert anonymat. Elle comprend l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire assiégé et un échange illimité des prisonniers palestiniens détenus par Israël contre des otages détenus à Gaza depuis l'attaque en date du 7 octobre 2023. Mais la proposition n'inclut pas un arrêt permanent de l'agression, ni le retrait de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, ni le retour des personnes déplacées par les combats qui durent depuis plus d'1 an, a indiqué, réitérant les conditions posées par la résistance du Hamas pour un cessez-le-feu. Les Palestiniens veulent un cessez-le-feu complet et permanent, le retrait total de l'armée israélienne de Gaza, le retour des déplacés et la levée du siège. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. La Direction générale des domaines et de la conservation foncière informe les bénéficiaires concernés que les mesures suivantes seront prises pour les dossiers se trouvant dans une situation